Alors, je suis Cédric Montecho, je dirige la direction des investissements de Oeco Crédit, qui est un fonds d'investissement européen qui est spécialisé dans le private equity. Donc, on investit dans notre fonds de dette comme dans notre fonds de capital, dans les institutions bancaires et de microfinance, de leasing et dans d'autres fonds. Dans l'Afrique, on déploie à peu près 1 milliard d'euros chaque année sur cette thématique-là, à travers les banques et à travers certains acteurs privés comme les acteurs de l'agriculture et de l'énergie renouvelable. Et j'ai l'avantage d'être avec des spécialistes du secteur. Et le premier tour de table sera pour présenter chacune de vos institutions. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de l'état des lieux du financement de l'habitat et les contraintes visibles que nous voyons et les solutions que vous pensez pouvoir apporter. Je vais commencer par, si vous le permettez, Monsieur Madanital, déjà, pour demander, alors, quelles sont les contraintes? Déjà, qu'est-ce que Monsieur Madanital fait à travers Envol Immobilier? On sait tous que M. Madanital a été très longtemps le directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle fonction, il a une vision, je veux dire, 360 degrés des thématiques. Et il peut donc nous parler un peu de l'état des lieux du financement de l'habitat et de l'immobilier en général. Monsieur Madanital, j'espère, je vous passe déjà le micro. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais saluer mes copanélistes, le modérateur et surtout la salle. Je suis Monsieur Madani Makital, donc je suis basé au Sénégal, entre autres président du groupe Envol Immobilier. Le groupe Envol Immobilier est un groupe qui essentiellement, disons, prépare, conçoit, finance et exécute des grands projets dans le cadre de partenariats publics-privés avec les États. Donc au Sénégal, nous avons fait la sphère ministérielle, la première à Diamniadio. Nous sommes en train d'achever le nouveau siège des Nations Unies, dans lequel il y aura les 34 agences présentes en Afrique de l'Ouest, à peu près 3000 staffs. Et nous faisons aussi quelques projets privés, dont un Marriott et un grand complexe sportif. En Côte d'Ivoire, nous avons livré la première phase de l'université de San Pedro et nous allons signer bientôt avec un autre pays de l'UEMOA, disons un contrat PPP pour 2 universités. Je ne suis pas dans le logement a priori. C'est une question qui me passionne, bien sûr. Et j'ai accepté d'être dans le panel quand j'ai vu que mon ami et frère Bokarsi était là. Et je me suis juste proposé de dire oui à tout ce qu'il dit. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Peut-être un point personnel. Je n'étais pas revenu en Mauritanie depuis 2010. À l'époque, j'ai été directeur des opérations donc, pour l'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie. Donc je venais très souvent, je venais presque tous les 3 mois. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté que je reviens et que je vois un peu comment le pays a évolué, en tout cas en termes infrastructurels, de façon extrêmement satisfaisante et extrêmement impressionnante. Donc je tiens vraiment à féliciter mes frères et sœurs mauritaniens pour ce développement en général qui paraît vraiment évident et qui fait plaisir pour ceux parmi nous qui ne sont pas revenus ici depuis très longtemps. Donc voilà les quelques mots introductifs que je voulais faire. Merci. Merci Monsieur Madani. Merci Monsieur Madanital. Alors on va adresser la même question au banquier du panel et qui représente une banque qui est spécialisée dans l'habitat au Sénégal. Alors quel est l'état des lieux du secteur de l'habitat en Afrique déjà à travers votre expérience sénégalaise, et après on va passer aux contraintes que vous avez pour
pour développer l'habitat, quelles sont les contraintes réglementaires et autres que vous avez, mais déjà l'état des lieux du secteur de l'habitat en Afrique et au Sénégal. Merci. Merci. Je voulais d'abord commencer par féliciter Financial Afrique pour ces rendez-vous réguliers qui nous permettent d'échanger et de nous retrouver. Remercier l'ensemble des panélistes et saluer Madani. Il a été très gentil, mais c'est lié au fait qu'on a l'habitude, lui et moi, de nous retrouver d'une manière informelle pour discuter des questions du secteur. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on est dans un secteur plus ou moins spécialisé, mais qui interagit avec beaucoup de secteurs, qui fait que plus on se parle et plus on trouve des solutions parce qu'on est dans un écosystème. Je voulais également saluer dans la salle M. Alassane Ba de la BAD, un ancien de la BAD et de Shelter Afrique avec lequel j'ai cheminé dans les questions du logement. Pour revenir sur les contraintes du secteur du logement, je pense que je suis un peu biaisé pour en parler parce que je n'ai pas le recul, puisque je suis un banquier monométier, comme on dit. Je suis dans le financement de l'habitat depuis que je suis sorti de l'école. Donc forcément, c'est une connaissance empirique, mais qui permet également d'expliquer ce que les gens semblent dire en parlant de spécificité sénégalaise ou de spécificité de la Banque de l'Habitat du Sénégal dans le paysage bancaire en Afrique. C'est lié tout simplement à la spécificité même de l'écosystème de la production de logements au Sénégal. Parce que la particularité, c'est important de faire ce rappel historique pour parler des contraintes du financement du logement. Le Sénégal a ceci de particulier que les deux sociétés publiques de production de logements ont été créées avant la naissance de l'État du Sénégal indépendant. On a été indépendant en 1960. La SICAP et la SNHM ont été créées en 1957 et en 1959. Et la BHS a 43 ans aujourd'hui. Donc quand on cumule l'histoire économique, l'histoire immobilière du Sénégal, c'est plus de 100 et quelques années cumulées. J'en parle tout simplement parce que le Sénégal a eu une histoire immobilière par le développement des coopératives d'habitat qu'on appelle Castor à Dakar pour les gens qui habitent au Sénégal. Le nom de Castor signifie les coopératives d'habitat que la colonisation avait créées pour y loger les premiers fonctionnaires de l'administration coloniale. Les sociétés publiques de promotion immobilière également ont été créées et étaient financées par des aides multilatéraux, par la Banque mondiale, par la Caisse française de développement, à l'époque l'ancêtre de l'AFD. C'est à la faveur de la crise pétrolière des années 70 que la BHS a été créée pour suppléer le financement multilatéral qui se faisait rare. C'est important de rappeler cet aspect des choses qui fait que la croissance de la BHS a permis de relayer le financement pour les structures publiques et de développer également la promotion immobilière privée qui n'existait pas et de mieux faire voir les coopératives d'habitat, ce qui explique un peu cette exception. Maintenant, les contraintes que nous avons, je pense que c'est des contraintes de mobilisation de ressources, parce que le financement du logement appelle des ressources longues et pas chères, parce qu'il s'agit de financer des acquéreurs sur des périodes très longues. Heureusement que nous avons une activité dulier. Nous finançons des promoteurs, des coopératives sur du court terme, relayés par des financements au profit des acquéreurs. C'est ce qui explique que ce business model fonctionne tout simplement parce qu'on a beaucoup de ressources que nous tirons de l'épargne de nos compatriotes. Et tous les épargnants ne sont pas les mêmes demandeurs de crédit au même moment. Il y a des gens qui épargnent, mais qui n'arrivent pas encore à trouver leur projet. La particularité de la BHS également, c'est qu'on a le tiers de nos clients qui sont à l'extérieur. Vous savez que la diaspora sénégalaise est éparpillée aux quatre coins du monde. Donc, ils font le tiers de nos clients, mais c'est les 2 tiers de nos ressources. Donc, vous avez 2 tiers de nos ressourciers qui n'ont bénéficié jusqu'ici que de 10% de nos financements. Donc, vous avez quand même une épargne qui est là, qu'on peut recycler à travers différents domaines. Donc, j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. On a essayé de nous inspirer à la création de la banque par ce qui se faisait en Afrique du Nord. Donc, les premiers cadres
de la banque ont été créés, ont été formés en Tunisie et au Maroc et en France. Et nous, on a pu quand même accompagner également certains pays africains à créer leur banque de l'habitat. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, qui ont connu des fortunes diverses. Nous, nous essayons de survivre pour l'instant. Mais on ne survit pas parce qu'on est une banque, on survit parce qu'on a des promoteurs immobiliers qui ont des projets, un État qui a une politique fiscale de mise à disposition d'assiettes foncières et qui accompagne. Donc j'insiste que le financement du logement, c'est de la banque, mais on finance un écosystème. Et dans cet écosystème, les opérateurs sont également importants. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'arrivée de nouveaux types d'opérateurs comme Envol Immobilier. Et je considère également que la BHS, et comme toutes les banques de l'habitat, doivent, pour se développer, financer les autres métiers de l'immobilier. On oublie très souvent que l'immobilier n'est pas qu'à usage d'habitation. On doit pouvoir financer l'immobilier commercial pour pouvoir équilibrer un peu l'exploitation de la banque. Parce que l'immobilier résidentiel demande des ressources sur des durées très longues, tandis que l'autre type d'immobilier s'apparente à du corporate qui permet à la banque de s'en sortir. La dernière chose que je voulais dire également, que l'âge de la banque a fait que les premiers clients que nous avons eu à financer ont fini de rembourser leur logement. Et l'âge d'accès au logement, l'âge d'accès à la vie active a reculé également. Vous avez maintenant des jeunes qui arrivent à 25 ans, donc qui ont le temps de rembourser leur logement à temps et qui s'y prennent à temps, qui ont besoin de financement alternatif, qui fait que depuis 2006, la BHS qui ne finançait que l'immobilier au titre de la résidence principale s'est mis à financer la résidence secondaire, s'est mis à financer les investissements locatifs, s'est mis à financer également les premiers clients de la banque qui ont fini de rembourser mais qui ont des besoins d'équipement et de rénovation de leur maison. Donc voilà, grosso modo, présenter la structure et ses contraintes. Merci, monsieur Bokarsi. Donc la BHS a l'avantage d'avoir bénéficié d'une diaspora qui constitue 2/3 de votre passif et 1/3 des actifs globalement. Et ça vous permet d'avoir des ressources financières pour financer cette classe d'actifs qui est une classe d'actifs assez longue. Et nous allons vous demander maintenant à notre panéliste, M. Chari, de nous parler de l'expérience monétarienne, mais surtout du modèle financier ou de l'instrument financier novateur qu'il promeut, c'est-à-dire les PPP. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les profanes? Est-ce qu'il y a en Mauritanie un cadre légal pour ce type d'instrument? Et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées et les réalisations? Merci. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier les autorités mauritaniennes qui nous ont permis de participer à ce forum pour faire profiter nos frères mauritaniens de l'expérience tunisienne en matière de financement de l'habitat. Je voulais présenter les excuses de M. Farfak parce qu'il allait se présenter, mais il a été retenu par Power China en discutant le fonds d'investissement, parce que notre arrivée ici, elle est venue pour participer dans le renforcement du tissu financier mauritanien. On envisage installer une banque en Mauritanie. Lui, il est le promoteur et moi, je suis le futur directeur général de cette banque. Si on a obtenu les autorisations nécessaires pour l'implémentation de cette banque en Mauritanie. Donc cette banque, elle aura un capital de 100 millions d'euros. Et ça sera une banque universelle moderne, novatrice. Et donc on va en parler par la suite. Mais j'ai un petit rectificatif à apporter concernant ma biographie. Je suis un ex-cadre supérieur de la Banque de l'Habitat de Tunisie, là où j'ai travaillé pendant 37 ans. J'ai assumé plusieurs responsabilités dans cette banque.
dont principalement le financement de l'habitat pendant 18 ans. J'ai une bonne expérience et j'espère apporter cette expérience pour faire profiter l'audience et les présents de ce qui s'est passé en Tunisie. Et j'ai assumé aussi la responsabilité de la Banque congolaise de l'habitat au Congo. C'est moi qui ai fait l'étude et j'étais le directeur général de cette banque pendant 3 années. Et actuellement, on est sur le projet de cette banque, cette nouvelle banque qu'on va constituer en Mauritanie. Bon, dans le financement de l'habitat en Tunisie, nous, on a commencé avec une caisse nationale d'épargne logement. Au départ, c'était une caisse nationale d'épargne logement qui a été créée en 1973. Mais les dirigeants à l'époque et le gouvernement, il a mis des préalables nécessaires qui ont permis à cette caisse d'épargne logement de réussir, de se développer. Et c'était en 1989 que cette caisse a été transformée en banque de l'habitat. Mais en banque de l'habitat, c'est une banque universelle qui s'est spécialisée dans le financement de l'habitat, mais aussi elle fait les opérations universelles classiques comme toute banque sur la place. Pourquoi cette orientation? Pour équilibrer le compte d'exploitation de la banque et permettre à la banque de profiter de toute la chaîne de production de la construction en partant du financement de la production de la construction, financement des promoteurs immobiliers et financement des acquéreurs auprès de ces promoteurs. Comme mesure d'accompagnement qui a été mise en place, donc l'État a mis un système d'épargne logement qui est défiscalisé et avec des catégories d'épargne qui permettent d'accéder à des niveaux de crédit en fonction du revenu de chaque salarié. Donc le financement de la promotion immobilière et des promoteurs immobiliers donc était arbitré et réalisé par la banque avec différentes catégories de projets, les projets sociaux, les projets économiques et les projets de logement standing. La quotité du crédit donc diffère selon la nature du projet et la typologie du projet. Et en parallèle, l'État a mis un fonds pour encourager le logement social et permettre l'accès à la propriété du logement pour les salariés à revenus modestes et faibles. Donc, dont le revenu varie entre 2 fois et 5 fois le SMIC. Et ce fonds, il est constitué par un prélèvement sur la masse salariale et le fonds, il est constitué par les employeurs sous forme de prélèvement de 1% sur la masse salariale brute qui vient renforcer et constituer le fonds qui est destiné à être distribué sous forme de crédit au profit des salariés à revenus faibles. Donc, sans vous couper, le fonds dont vous parlez, qui est une initiative publique, oui, est domicilié et administré comment? Il est domicilié, il est géré par la banque. Des banques commerciales? Non, non, il est géré par la Banque de l'Habitat uniquement. Okay. C'était une faveur qui a été accordée par le gouvernement à la Banque de l'Habitat et nous, on gère ce fonds pour le compte de l'État. De l'État, ok. Bien sûr, les conditions d'éligibilité et d'accès à ce crédit, ils sont déjà prédéfinis en fonction du revenu, de l'emplacement, de la typologie du logement. Même la typologie de logement a été techniquement définie en matière de prix, en matière de superficie couverte. Et si le logement réalisé en respectant ces conditions et cette description technique, donc ils peuvent bénéficier de ce financement. En dehors de cette typologie, de cette description technique, donc ça sera classé dans les projets dits économiques ou standing et ça sera une autre quantité de financement qui est réalisée sur les fonds propres de la banque et non sur le fonds du fonds PROLAS, qui est le fonds de l'État. Ok. Je vais revenir vers vous parce que les initiatives publiques qui sont catalyseurs de ce secteur sont très intéressantes et avant de revenir pour qu'on aille plus en profondeur sur ces initiatives publiques,
Je vais demander à l'avocat qui est parmi nous. Monsieur Thiam, votre cabinet, comme tous les cabinets d'avocats, c'est vous qui rédigez les contrats. Au moins, vous suivez leur rédaction et le formatage des termes par rapport à tout ce qui est cadre juridique ou ADA et consorts. Qu'est-ce que vous avez constaté dans vos interactions avec les banquiers qui sont vos clients ou avec le public? Qu'est-ce qui vous remonte et comme contrainte? Et aussi, qu'est-ce que vous avez comme, je vais dire, secret, hein, pour pouvoir booster ce secteur au niveau juridique? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe de Financial Afrique pour la qualité de l'organisation. Alors, initialement, je n'étais pas prévu pour prendre part à ce panel. J'étais, comme M. Akouete hier, je cherchais Internet. Donc, on m'a demandé de venir en urgence pour participer au débat. Je vais faire un peu comme M. Madani. Je vais acquiescer à tout ce que M. Bokarsi va dire. Ça sera simple. Plus sérieusement, sur la problématique du financement de l'habitat en Afrique. Donc, nous, on est un cabinet d'avocats d'affaires. On accompagne, on soutient les investisseurs dans les différents projets qu'ils mettent en place, que ce soit au niveau immobilier ou au niveau des ressources naturelles. Alors, je dirais d'un point de vue juridique, la première problématique à laquelle on a à faire face, surtout quand je prends l'exemple de mon pays, la République de Guinée, c'est le foncier et d'abord la qualité du foncier, parce que avant de financer, il faut s'assurer que le foncier qu'on a en face de soi, le foncier qui va être la base de l'habitat, est un foncier qui est sûr d'un point de vue juridique. Alors, si je prends par exemple l'exemple de mon pays, tout le pays, toute la République de Guinée n'est pas cadré. Ce qui soulève souvent des conflits fonciers, parce que, étant donné qu'il n'y a pas un maillage du territoire, il n'y a pas un titre foncier qui est effectif sur tout l'ensemble du territoire, en fait. Et donc, ce qui veut dire que le premier exercice que doit faire le promoteur ou l'investisseur, c'est de s'assurer de la qualité du titre foncier du bien qui va acquérir et qui va être le sous-jacent à l'investissement. Je pense que le problème est moins présent dans d'autres pays, peut-être le Sénégal par exemple, mais la République de Guinée, c'est un vrai sujet. Donc il est important que nos États fassent des efforts là-dessus. D'ailleurs, je remarque, juste peut-être une petite anecdote, en venant, je vois beaucoup de fonciers en Mauritanie, des espaces vides. Et en venant de la Guinée, moi c'est la première fois que je viens en Mauritanie, et j'ai beaucoup d'amis et collègues guinéens qui pensaient que la Mauritanie est moins développée que la Guinée. C'était assez marrant. Et par contre, quand je suis venu ici, je me rends compte que c'est un pays qui se développe beaucoup, qui a de bonnes infrastructures, qui a de bonnes routes. Et je pense que ça a été débattu hier. Oui. Il est important qu'un pays comme la Mauritanie communique, je pense, beaucoup plus sur son pays. Donc, pour revenir sur l'aspect foncier, sur les problématiques, je pense que c'est très important et il faut que nos États y travaillent. C'est pour moi un préalable au développement de l'habitat dans nos pays. Un autre souci ou une contrainte qu'on voit, c'est vrai, dans les financements et qui est un grand obstacle, par exemple, à ceux qui veulent acquérir, c'est la problématique, si je prends un pays comme la Guinée, des taux d'intérêt. Pour le financement, l'accès à ce financement, si je prends l'exemple de la Guinée, ces taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Un ordre de grandeur ils sont aux alentours de 15% en Guinée. Ok. Avec, surtout dans le secteur immobilier où les personnes sont très
très réticentes, tous les banques en République de Guinée en tout cas, c'est pas assez développé, très réticentes à aller sous ce secteur. Alors, pour rebondir très rapidement, pour ne pas oublier, l'État s'endette à combien en devise locale en Guinée? L'État s'endette aux alentours de 3%. Donc c'est 3 fois 5, c'est 5 fois, 5 fois quasiment le risque free rate dans le pays. Donc Exactement. on a le banquier qui est en face de nous, donc il y a beaucoup de choses qui lui répondront. Monsieur Boka peut pas à répondre à la problématique de taux. Apparemment, c'est les banquiers c'est les taux commerciaux. Oui. C'est les banquiers qui sont plus ou moins accusés ici. Monsieur Boka veut renchérir la problématique de taux. Pourquoi vous êtes aussi cher? Et deuxième chose, monsieur Chaya parlait d'initiatives publiques en Tunisie qui ont boosté le secteur. On sait, dans l'UEMOA qui couvre les 8 pays utilisant le CFA, qu'il y a des initiatives comme la BOAD, le fonds de la CRH, par exemple, et aussi des initiatives de ce genre qui ont, en tout cas, en tête de mobiliser l'épargne longue pour vous aider à lisser un peu les taux. Je pense à peu près à moins de 10% en tout cas. Qu'est-ce qui fait que finalement les taux sont au niveau que l'avocat décrit? Et après, on va demander à M. Tal qui est au charbon de l'autre côté des fourneaux de nous dire vraiment ce qu'il constate. Merci. Je voudrais insister sur un point que je n'ai pas très développé. C'est le rôle de la puissance publique dans le financement du logement. Il est incontournable parce que la puissance publique intervient pour aider l'accès au logement en subventionnant ce qui peut l'être. Le collègue tunisien l'a dit tout à l'heure, l'État du Sénégal a été à la base de la création de la Banque de l'Habitat du Sénégal, mais il a voulu en faire un exemple achevé de partenariat public-privé. À la création de la BHS, il y avait des particuliers actionnaires, des compagnies d'assurance actionnaires, l'État était actionnaire, la SFI était actionnaire du groupe de la Banque mondiale. L'idée, c'est d'avoir autant d'actionnaires, chacun en fonction de ce que tu pouvais apporter. Par exemple, autour de l'actionnariat de la BHS, il y a les 2 institutions de prévoyance retraite du Sénégal, la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, tout simplement parce que c'était des pourvoyeurs de ressources avec les cotisations de retraite des fonctionnaires qui pouvaient être mis à contribution pour donner à la banque des ressources longues. L'État sénégalais ne s'est pas arrêté là. Elle a donné une dotation initiale de 1 milliard, à l'époque où le capital des banques était de moins de 500 000. Et elle a pris une ligne de financement de la Banque mondiale de 10 milliards qu'elle a rétrocédée à la BHS. C'est pour dire que l'État aide, sans pour autant détenir la majeure partie du capital. Tout simplement parce qu'en contrepartie, il était demandé à la banque de financer les fonctionnaires qui ont des revenus faibles à des taux différents aux taux auxquels je vais financer le Sénégalais lambda qui avait certains revenus. Je vous donne un exemple. Vous pouvez acheter un logement qui coûte 10 millions à l'époque. Si vous êtes un fonctionnaire qui gagnait moins de 250 000, on vous prêtait à 6%. Là où, si vous êtes un cadre supérieur qui gagnait 1 million, le même logement, le même prix, vous remboursez le crédit de la banque à 10% parce qu'on estimait qu'on subventionnait le taux pour les primo-accédants à faible revenu. C'est pour dire que l'État a tout été. Donc c'est encore en cours, ce programme est en cours. Pour insister, il est en cours. On ne reçoit plus d'aide de l'État, mais on a maintenu ce système de prêts aidés. Dans nos statuts, il était même dit que 50% de nos interventions devaient être destinées aux prêts aidés. On ne s'est pas arrêté là également. On avait estimé qu'à un moment donné, il fallait aider à la titrisation des assiettes. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure en Guinée. On n'a pas beaucoup d'assiettes titrées dans l'UEMOA. On n'en a pas. Vous avez le Sénégal qui est en tête, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et c'est tous des politiques issues du cadastre de la période coloniale. Ce qui explique que c'est aujourd'hui que les États commencent à accélérer le phénomène de titrisation. Je reviendrai tout à l'heure avec la CRH. Je dois également vous donner des statistiques qui vous montrent un peu la place du Sénégal dans l'UEMOA. Le Sénégal, c'est 70% des encours immobiliers de l'UEMOA. Et sur ces 70%, la BHS contrôle les 60%. Ça signifie que la CRH est venue maintenant
pour être la banque des banques, pour aider les banques à refinancer leur crédit hypothécaire. Mais l'une des clés du succès de la CRH, il faut qu'on arrive dans les financements que nous faisons à accélérer les procédures de création des titres de propriété. Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de titres fonciers privés, mais il y a par contre des baux de l'État qui ont la même puissance juridique qu'un titre foncier. Et l'État du Sénégal est en train d'accélérer par contre le processus de transformation des titres précaires en titres de propriété pour permettre d'avoir un marché hypothécaire fort. Okay. Vous vouliez rebondir sur les initiatives de sur la les CRH, taux également, je voudrais en dire un mot. Les taux d'intérêt en processus de baisse continue. Si je prends l'exemple de la BHS dans les années 94-92, les taux étaient entre 10 et 14%. Aujourd'hui, la banque prête, quand c'est la résidence principale, entre 6,5 et 8,5. Sans les fonds de l'État. Sans les fonds de l'État. Sans la subvention. Sans la subvention de l'État. Et La avec subvention la de l'État permet d'avoir des taux qui tournent autour de 5,5 à 6,5. Vous avez également les Sénégalais qui se mettent dans un plan d'épargne logement sur 2-4 ans qui leur permettent de bénéficier de taux de 5,5 parce qu'ils renoncent aux intérêts acquis durant la période de construction de l'épargne qui permettent à la banque un peu de gérer ça. Alors, il y a un autre et dernier aspect que je voulais souligner. L'État est très présent, oui. Mais vous avez également des employeurs du privé qui ont une politique sociale très forte. Je ne voulais pas faire de la publicité, mais vous prenez la première société de téléphonie, vous prenez la première société d'électricité. Oui. Ils ont en place un système qui consiste à subventionner 50% du prix de logement de leurs collaborateurs et à supporter 3 points d'intérêt sur l'endettement résiduel. Donc ça, c'est une manière... Donc ça, c'est une technique de rétention. C'est pour les acquéreurs. C'est pour les acquéreurs. Oui. Vous avez également l'État du Sénégal qui donne aux fonctionnaires un crédit sans intérêt qui peut aller jusqu'à 5 millions sur 7 ans pour construire leur autofinancement pour acquérir leur crédit immobilier. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est un écosystème où chacun joue sa partition de manière à ce que, entre l'épargne du particulier, la subvention de l'employeur et le crédit de la banque, que les compatriotes sénégalais puissent être propriétaires de leur logement. Merci M. Oukarsi. Et nous allons maintenant demander à M. Madanital, qui est patron d'Envol Immobilier, est-ce que l'écosystème dont M. Oukarsi parle aujourd'hui permet l'éclosion d'acteurs de l'immobilier, puisque vous êtes aujourd'hui dans le quotidien, vous avez cité des marchés très importants que vous réalisez. Comment vous les financez? Est-ce avec les banques qu'on a sur place ou vous avez d'autres instruments? Quel est l'état des lieux, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. Je pense que je vais rebondir sur 2-3 petits points donc, soulevés par les autres panélistes. D'abord, la question du logement ou de l'habitat social reste une question quand même très, très complexe. Et je pense qu'il faut être assez lucide pour comprendre que peut-être que les solutions qui marchent au Sénégal ne marchent pas au Bénin, les solutions qui marchent en Tunisie ne marchent pas nécessairement en Mauritanie, etc. etc. C'est-à-dire chaque pays doit prendre la question dans son intégralité et voir par rapport je dirais, aux variables principales. On a beaucoup parlé du taux de crédit, mais pour moi, ce n'est pas le facteur le plus contraignant, parce que même si on vous fait un taux à 2%, et que vous n'avez pas des entreprises qui peuvent faire plus de, je dirais, 1000 logements, 50 logements dans l'année, vous ne pouvez pas faire face à la demande, par exemple dans l'UEMOA, qui est de 15 000 demandes de financement de logements par an. Donc la question de la capacité des entreprises, je pense, est une question sérieuse. La question du foncier est une question sérieuse. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le foncier est un sujet délicat, c'est un sujet souvent controversé, les droits ne sont pas évidents, la question des facilités administratives, avoir un permis de construire, les tracasseries administratives, etc., etc. Donc si vous avez un crédit à 2%, mais que vous mettez 2 ans pour avoir votre permis de construire, que vous faites 3 mois pour sortir votre conteneur du port, vous ne pouvez pas régler la question du logement. Donc je pense qu'il faut qu'on voit ça de façon globale. Deuxième point, et je veux insister là-dessus, encore une fois, c'est la capacité des entreprises. Aujourd'hui,
beaucoup de pays ont tendance effectivement à encourager, en tout cas dans les textes, dans les réglementations, ce qu'on appelle le contenu local. C'est une bonne chose, ce sont des bonnes dispositions que les États ont envers, disons, le tissu d'entreprises nationales. Mais souvent, les entreprises, très peu sont bien organisées, très peu ont une surface financière importante pour soumissionner pour un marché, disons, de 1000 logements ou de 2000 logements ou de 3000 logements. Donc souvent, ce genre de contrat va très souvent à des entreprises étrangères aussi, okay, qui, elles, ont une capacité de financement beaucoup plus solide, qui, elles, ont des références parce qu'elles ont fait ce type de projet en Guinée équatoriale, en Angola, en Tanzanie, au Kenya, etc. Donc le renforcement des entreprises nationales, je pense, doit être aussi un objectif stratégique des États si on veut passer à l'échelle. Je pense que dans tous les pays, il y a des entreprises qui peuvent vous faire 500 logements par an. Mais quand vous avez en face une demande qui s'exprime en milliers de logements et que vous avez une croissance démographique dans l'urbain, c'est-à-dire dans les villes, qui dépasse les 4-5% par an, ben, ça va être très très difficile de combler ce retard. Donc je pense qu'en voyant les choses de façon stratégique, de façon macro, on se rend compte que la question quand même reste difficile. Et c'est pour ça qu'on en parle depuis 40 ans avec des solutions qui ne sont pas toujours évidentes. Le dernier point, et je pense que l'expérience de gens comme Bokar, qui est, disons, sur la partie financière, l'expérience de M. Chari, qui est plutôt sur la partie opérationnelle, conceptuelle de comment on bâtit une politique de logement, comment on l'exécute, je pense que c'est des expériences qu'il faut valoriser. Alors, moi, par exemple, je suis dans l'immobilier depuis 7 ans maintenant. Je ne pense pas avoir été invité à un workshop ou à un séminaire sur le logement dans toute la zone de l'UEMOA. C'est une question, on en parle, mais il n'y a pas véritablement de politique volontariste de mettre les gens à niveau, de montrer les best practices, comment les autres ont fait, pourquoi nous on ne peut pas faire pareil, et pas obliger les États, mais encourager les États, ou en tout cas à les challenger pour qu'ils puissent faire ce qui se fait au Sénégal, ce qui a été fait en Tunisie, etc. etc. Donc ça je pense qu'il ne faut pas qu'on pense qu'en baissant juste le taux de crédit, on va régler le problème. Okay? Et le taux de crédit, c'est un reflet du risque. Les banques aujourd'hui ont plus tendance à travailler avec les États qui ont une signature, hein, qui sont solvables. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour une banque de faire une opération avec un État que d'aller faire une centaine ou 200 petits prêts immobiliers. Pourquoi ils vont s'embêter à le faire? Okay? Donc les banques aujourd'hui sont devenues, je dirais, un peu dans la facilité, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire du vrai crédit, avec des gens qui ne peuvent pas peut-être mettre sur la table toutes les garanties, toutes les sûretés. Et à la fin de l'année, ben, il faut montrer un résultat. Pour les administrateurs, c'est beaucoup plus facile de faire de grosses opérations ou de travailler avec des groupes comme Envol. Je réponds à votre question. Oui. On travaille avec les banques locales. Moi, je suis financé par la BNDE, je suis financé par Coris Banque Internationale, qui est une banque du Burkina Faso. Je suis financé par Banque Atlantique. On travaille beaucoup avec les banques, mais je suis aussi financé par une grande banque chinoise pour un projet sur lequel les banques locales n'ont pas la capacité. Quand vous avez un projet de 165 milliards de francs CFA, oui, il est bien évident que les banques locales ne peuvent pas suivre. Donc il faut voir les modèles qui marchent, il ne faut pas avoir d'approche dogmatique, je pense. Il faut prendre projet par projet et voir quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut apprendre de ceux qui ont déjà fait. Ça veut dire qu'ils y sont, mais il ne faut pas penser qu'en traitant 2-3 petites questions, on va régler le problème du logement. C'est une approche globale, voilà, d'écosystème. Voilà. Mais M. Boka a insisté, il a été concret dès le début, que le financement du logement, c'est un financement long. Et son succès, d'après ce qu'il nous a expliqué, est la conséquence de la disponibilité de ressources longues de la diaspora et de la disponibilité aussi de ressources patientes de l'État. Donc, ça, c'est un modèle. Oui. Et c'est un modèle qui a marché, par exemple, en Europe, où les PEL, les plans d'épargne logement, existent. Ils sont défiscalisés en Tunisie, par exemple. Et l'autre chose, c'est que
je voudrais vous poser la question sur l'inclusion financière. Puisqu'on cherche des ressources longues, est-ce que si les politiques publiques de cet écosystème intègrent la bancarisation plus poussée des masses, est-ce qu'on aura une assiette finançable un peu plus grande? Parce que s'il n'y a que 20% qui ont des comptes bancaires et que 80% des ressources sont dans les matelas, il y a un problème pour M. Boka. Donc est-ce que l'inclusion peut aider à pallier à cette contrainte bilancielle, je vais dire, de ressources longues? Alors, et ça, après, M. Chari va nous repartager l'expérience. Comment est-ce que vous avez adressé ce problème? Alors, la réponse est claire, ça peut aider, mais ce n'est pas toute la solution. Encore une fois, le banquier, les fonds de garantie, les ressources de l'État, la microfinance, tout ça, tôt ou tard, il faut rembourser. Donc si vous êtes dans un dispositif où les salaires sont tellement bas, ou disons extrêmement bas, que le coût de la vie est cher, que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous pouvez mettre en place toutes les facilités financières que vous voulez. Au départ, l'argent, il faut que quelqu'un l'ait. Il faut que l'acheteur ait de l'argent avant même d'aller à la banque. Parce que la banque ne financera jamais 100% de son projet. Il ne faut pas rêver. Donc je pense que pour moi, les problèmes sont... On peut les traiter à l'échelle institutionnelle, c'est-à-dire spécifique au secteur. Donc effectivement, il faut travailler sur le taux, il faut travailler sur les sûretés, il faut travailler sur le foncier, il faut travailler sur les tracasseries administratives, il faut aller voir ce qui se fait chez le voisin. Si ça marche, il ne faut pas avoir de gêne, il faut répliquer la même chose si ça peut se faire dans votre situation. Oui. Mais au finish, on est quand même dans des zones où les salaires moyens sont très bas, okay, et les capacités de remboursement sur la durée sont très faibles. Voilà. Okay. Donc ça reste un problème fondamental, je pense qu'il faut essayer en tout cas pour lequel il faut trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas évidentes tant que les économies ne sont pas assez en forte croissance et ne génèrent pas la richesse nationale qui permettent de traiter, je dirais, une dizaine de milliers de cas tous les ans, pays par pays. Quand on vous écoute, on n'est pas trop optimiste parce que sur la partie offre, Madani a évoqué un sujet important. J'ai dit tout à l'heure que le logement était un écosystème. J'ai insisté sur la partie financement. Oui. Mais vous avez la partie acteur. La capacité des acteurs. Des acteurs. C'est important de préciser une chose. Construire un logement a été très facile tant qu'il s'agissait de mettre 4 murs, de mettre une tôle et de livrer. Aujourd'hui, on construit d'une manière beaucoup plus complexe, mais d'une manière également beaucoup plus rapide. On est dans des économies au Sénégal où il vous faut 8 mois ou 12 pour construire un logement, sans logement de 12 millions d'unités. Là où les Chinois et les Indiens peuvent vous produire un logement tous les mois. Donc, cette rapidité de production permet d'économiser sur les frais financiers de l'emprunteur ou du constructeur. Puisqu'il y a les agios qui... Là où nos États n'arrivent pas à gérer cet aspect des choses, c'est qu'on oublie qu'on a un tâcheronat qui ne peut pas faire face à la production de logements dont on a besoin dans la croissance démographique qui est celle de nos pays. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez les pôles urbains de Diamniadio où l'État du Sénégal a lancé un projet. Oui. Les Indiens ont produit leur logement sur la même durée qu'Envol a réalisé sa sphère ministérielle. Les autres entrepreneurs sénégalais en sont à la fondation, aux élévations, parce qu'ils ont un système classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la manière de construire qui doit changer. Qui doit changer. On a une manière de construire qui prend beaucoup de main-d'œuvre, non spécialisée, non formée, alors qu'il faut aller vers la production industrielle de logement rapidement et pour faire des économies d'échelle. C'est important vraiment de savoir, on en a parlé ce matin rapidement, on parle de préférences locales et tout, mais tant qu'on ne va pas investir dans la formation de notre main-d'œuvre pour produire rapidement dans les différents secteurs d'activité, quelle que soit la qualité du financement en face, les délais vont être longs et le temps joue contre le banquier et contre l'acquéreur et contre le bailleur. Merci. Monsieur Chari. Merci. Moi, je voulais revenir sur les deux questions, première question que vous avez posée.
surtout concernant la titrisation de foncières. Au départ, en Tunisie, ils ont pensé à ce problème foncier et je crois que c'est valable pour tous les pays quand on commence à construire et à faire de l'immobilier. Donc l'État a déjà créé une entité publique qui s'appelle l'Agence foncière d'habitation. C'est elle qui détermine les périmètres d'intervention foncière par le biais de l'expropriation et de l'acquisition. Et le mécanisme qui a été fait, c'est que toute acquisition par un particulier ou par un promoteur immobilier dans le but de réaliser un projet immobilier qui va être vendu bien sûr aux futurs acquéreurs, il y a un mécanisme d'autorisation d'hypothèque qui est délivré par cette agence foncière et qui permet à la banque d'hypothéquer le terrain sans avoir aucun problème, sans avoir besoin d'attendre à ce que le titre foncier soit prêt, soit finalisé, pour laisser le temps au promoteur, durant la période de réalisation, d'extraire le titre foncier et de faire un plan de morcellement pour que les acquéreurs, quand ils viennent acheter, à chaque acquéreur, il y a le titre foncier propre à son logement. Et ça a été fait pareillement même pour les zones industrielles. Il y a l'agence foncière industrielle, l'agence foncière d'habitation, mais sans oublier qu'au départ, en même temps, ils ont créé une société nationale immobilière de Tunisie. C'est un promoteur immobilier étatique et c'est lui qui assure la locomotive dans la réalisation des projets immobiliers. Et il a une capacité de production très importante qui a permis de préparer des logements sur tous les territoires tunisiens. Et il a permis aux acquéreurs qui attendaient, parce qu'en parallèle, il y a le plan d'épargne logement qui s'étale sur une période allant de 2 à 4 ans, et même 5 et 6 ans selon le régime choisi par le client. Durant cette période, le projet il est achevé. Et le but recherché derrière tout ça et derrière le plan d'épargne logement, c'est que habituer les clients acquéreurs à faire des économies, à constituer son épargne qui constitue son autofinancement, son fonds propre pour l'acquisition du logement. Et il y a une habitude qui s'est créée au niveau des clients et l'habitude de recouvrement, de remboursement du crédit qu'il va contracter auprès de la banque. Donc, en même temps, il y a un autre mécanisme qui a été fait, c'est qu'il y avait une loi qui oblige la domiciliation de salaire et qui implique et engage l'employeur qui domicilie auprès de qui le salaire est domicilié à être responsable et à ne pas modifier la domiciliation ou détourner la domiciliation pour garantir le remboursement du crédit de la banque. Ça existe ici. Merci beaucoup. Monsieur Thiam, dans votre cabinet, M. Thiam, alors, est-ce qu'il y a des mécanismes intermédiaires au titre foncier qui sont applicables dans l'OHADA pour servir de sûreté ou de garantie? Déjà, il y a une différence entre les deux termes dans l'UEMOA, dans notre zone, dans la zone OHADA. Est-ce qu'il y a des mécanismes intermédiaires qui peuvent être envisagés ou que vous avez vu ailleurs, qui peuvent constituer une sûreté ou une garantie pour les banquiers? Et la deuxième question pour vous, si vous permettez, c'est la qualité des acteurs. Est-ce que de votre expérience, vous avez fait une opération dernièrement au Bénin, d'investissement des banques rurales, des banques de l'habitat, l'écosystème des fonds immobiliers qui prennent la décision de financer des initiatives comme les projets de Envol. Alors, est-ce que si on se tourne aussi vers ces ressources complémentaires, ça pourrait aider? Et ensuite, on va aller vers le public, parce que je ressens dans les visages qu'il y aura des questions. Oui, très rapidement. Je pense qu'il y a un point peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est le rôle des banques centrales. Les banques commerciales ne peuvent travailler que dans le cadre établi par les banques centrales. Et je pense que dans les zones où les banques centrales ne sont pas, disons, ouvertes à certaines facilités, ne mettent pas en place certaines incitations, ou certains
critères même de performance aux banques commerciales, ça pose problème. On a la chance dans la zone UEMOA d'avoir une banque centrale qui, depuis quelques années, est beaucoup plus agile, travaille avec les banques, met en place des facilités pour le financement des PME, par exemple, parce que qui dit PME dit emploi, et c'est ces emplois qui permettent aux gens d'aller et de faire face à des crédits, de vouloir s'octroyer un logement. Donc le rôle des banques centrales qui ont compris qu'il faut accompagner les économies, je pense que ce rôle est déterminant. Il y a des banques centrales qui restent encore sur leurs fonctions régaliennes, la lutte contre l'inflation, la monnaie. Et je pense que dans ces contextes-là, il est très difficile de penser que les banques en elles-mêmes peuvent identifier les outils qui permettent de soutenir un secteur comme le logement. Donc ça, vraiment, je tiens à le dire, c'est un point important. Merci, M. Madanital. Et alors, parole à l'audience. On est déjà oui, on est en retard, donc on va prendre 3 questions. Monsieur Ba, vous avez le micro. Oui, Monsieur Ba, ensuite, une dame quand même. Ok. Donc, on retient 1, 2, 3, 4 questions. Merci. Oui, bon, je voudrais tout d'abord féliciter les panélistes parce que nous avons eu la chance d'avoir des spécialistes en face de nous et venant des pays qui ont effectivement un excellent track record dans le domaine de l'immobilier. On a le Sénégal, on a la Tunisie, ce qui nous manque uniquement c'est le Maroc parce que ça c'est le meilleur trio en matière de financement du logement dans les pays francophones. Et je sais qu'on a Abdou à nos côtés, c'est le spécialiste du Maroc. Mais vraiment, on se réjouit d'entendre ce qui s'est passé en Tunisie et au Sénégal. Et j'ai des questions directes. Tout d'abord pour mon ami Madani, qui est venu avec une véritable innovation pour aider les États à résoudre leurs problèmes de patrimoine bâti. Et là, je pense qu'il méritait vraiment ovations, parce que ce qu'il a réalisé dans ce domaine est impressionnant au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Alors, je lui pose la question. Quel est le 3e pays? Parce que ce qu'on attend ici, c'est effectivement des annonces. Il faudra nous annoncer quel est le 3e pays. Après les expériences réussies du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, nous attendons le 3e pays. Bokarsi, qui est vraiment, je peux le dire, le meilleur spécialiste du financement du logement dans tous les pays francophones. Et il a acquis parce que c'est important de bâtir une expertise, de bâtir une expérience. Il est resté dans le secteur depuis jeune étudiant jusqu'à pratiquement la retraite. Et donc, le cumul d'expérience est impressionnant. Et ce n'est pas uniquement pour le Sénégal, c'est pour toute l'Afrique francophone parce qu'il a bourlingué, il a assisté, il a aidé, il a partagé. Alors, j'ai une question pour lui. Il a réussi quelque chose qui est exceptionnel de lier le financement du logement avec le marché de capitaux. Il est le premier à lancer le Diaspora Bond. Alors j'aimerais bien qu'il nous parle un peu de l'expérience, le retour d'expérience de Diaspora Bond, parce que c'était une vraie innovation. Et en tout cas, tous les observateurs comme moi ont réellement applaudi cette innovation, parce que l'enjeu actuellement, c'est de lier le financement du logement avec le développement des marchés de capitaux. Il l'a réussi et on peut apprendre auprès de lui. Alors, mon ami tunisien, que je pense que j'ai rencontré dans mes précédentes activités, et je profite pour saluer son ancien directeur général, Sadok Belkaïd, qui est un ami. Et alors, la Banque de l'Habitat de Tunisie, qui était une banque spécialisée, après elle est devenue une banque universelle. Alors, ça c'était le titre. Maintenant, dans les faits,
est-ce que le financement des autres activités n'a pas créé un effet d'éviction sur le financement de l'habitat? Je vous remercie. Merci, madame. Une question et monsieur ensuite, et on va essayer de clôturer. Merci beaucoup. Je me nomme Aminda Outal, secrétaire général du réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes. Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs de cet événement qui ont vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de cet forum. Et je voudrais m'adresser ma question à M. Si, qui est comment faire pour bénéficier un logement alors que tu n'es pas salarié. Puisque nous, le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes, nous avons un projet qui est une entrepreneur, un toit. Une femme entrepreneur, un toit, qu'on n'arrive pas à le réaliser, alors qu'on a d'autres membres qui sont au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et pratiquement dans la sous-région. Merci. Oui, et une question. Bonjour. Maître Choiso, notaire à Nouakchott. Je profite de l'occasion pour féliciter l'organisation Financière Afrique. Quand j'ai appris pour la première fois le projet d'organisation de ce forum, je l'avais certainement, et je vous l'avoue, pris avec une certaine tiédeur, tant le sujet était passionnant, très futuriste et avec beaucoup d'intérêt. Je remercie mon confrère par confraternité, Maître Cham, d'avoir soulevé le point le plus saillant, sinon le plus important pour un accédant à la propriété immobilière, à savoir la question des garanties et bien sûr de la sécurité foncière sous-jacente. Donc nous avons eu l'occasion, nous, notaires d'Afrique, de tenir un congrès... C'est un commentaire, plutôt? Il y aura une question, vous me permettez quand même de donner cette information, elle n'est pas superfétatoire, s'il vous plaît. Nous avons tenu un congrès en fin 2019 dans la belle terre sénégalaise, un congrès qui visait le foncier, le numérique et la déjudiciarisation. À travers ce congrès a été posée la question de la sécurité foncière. Et d'ailleurs, le maître Cham a bien fait de soulever cette question. Dans la sécurité foncière, je profite de l'occasion aussi pour donner une information concernant le pays qui vous accueille, chez vous, la Mauritanie. Il est question donc de sécuriser, et vous avez soulevé le cas du bail amphithéotique au Sénégal. En Mauritanie, nous avons la contrepartie qui s'appelle un permis d'occuper, qui est l'équivalent du bail, qui permet justement, depuis la loi de 2017, d'hypothéquer un titre qui, au départ, était précaire, mais qui a acquis certaines améliorations, donc qui permet à un banquier d'hypothéquer. Et à travers ça, nous avons aussi interpellé les autorités, le gouvernement mauritanien, pour dire justement qu'il y a le taux donc, pour accéder à la propriété qui paraît prohibitif pour certains accédants. Il était fort. Et ensuite aussi, il a été question aussi de revoir un peu les conditions de ce qu'on appelle titrement ou de création de titres fonciers. J'ai beaucoup d'informations à donner sur cette question, mais bon, vu le temps, je vais aller à ma question qui s'adresse justement principalement aux banquiers, bien sûr. Vous avez parlé donc de la sécurité. J'ai noté une certaine omission par rapport à l'assurance aussi. Parce qu'il y a ce qui dépend de nous en tant qu'accédant à la propriété. Il y a ce qui ne dépend pas de nous en termes de prévisibilité, donc de recouvrement. Avez-vous pensé donc au mécanisme d'assurance qui peut aussi être un des piliers de financement de l'immobilier? Voilà, c'était un peu ma question. Merci au notaire. On va commencer par M. Madani Tal qui a une seule question
s'agit d'annonces. À quoi s'attendre après les prouesses d'envol immobilier en Côte d'Ivoire? Quel est le prochain marché? Oui, disons, nous, bien sûr, on est ouvert, on apporte des solutions aux États. C'est vraiment notre mission. Je signale que si nous nous sommes lancés dans les PPP à paiement public sur des grandes infrastructures publiques, tels que des universités, des hôpitaux, des autoroutes, des bâtiments administratifs, c'est que nous avons constaté un problème, en tout cas dans la sous-région, au Sénégal d'abord. Vous savez que les États, c'est le cas du Sénégal, notamment, que je connais bien, l'État du Sénégal a construit son dernier bâtiment public en 1974. OK? En 1974, il y avait 26 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a 170 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État, il loue des villas, des appartements, des immeubles à Sacré-Cœur, aux Almadies, au Plateau, à Dieuppeul, etc., etc. Donc, ça crée beaucoup d'inefficacité, d'abord dans la gestion de ce personnel. Il y a beaucoup de déperdition de ressources publiques. Et donc, le modèle que nous avons mis en place, c'est un modèle où, essentiellement, on construit et on loue aux États sur une période bien définie, et au bout de cette période, l'État devient propriétaire de ces infrastructures. Ça permet, de lisser les paiements de l'État sur plusieurs années. C'est un loyer, donc c'est du fonctionnement, ce n'est pas de la dette, parce que de toute façon, il paierait ce même loyer sur les 3 000 ou 4 000 villas et immeubles qu'il loue à gauche et à droite, sauf qu'à terme, il est propriétaire. Donc ça permet de rationaliser le patrimoine bâti de l'État. Sur les universités, c'est la même chose. On a des cohortes de 40, 50, 60 000 bacheliers tous les ans qui sortent. Les plus grandes universités ont été construites il y a 40 ans. Il n'y a pas eu d'extension. Donc tous les ans, c'est une course pour rattraper, si vous voulez, des cohortes qui rentrent dans le système. Et les États aujourd'hui n'ont pas la capacité de sortir sur une année budgétaire une université à 80 milliards. Ce n'est pas possible. N'ont pas la capacité de sortir un hôpital à 60 milliards ou à 80 milliards. Ce n'est pas possible. Par contre, si on dit aux États, on conçoit ensemble, on vous construit, on apporte le financement et vous nous remboursez sur 15 ans, ça devient plus intéressant. Donc, cette politique de PPP, je pense qu'elle a preneur dans tous les États, puisque tous les États ont à peu près les mêmes problématiques. On a commencé au Sénégal, on nous a appelé en Côte d'Ivoire. Lundi, on va signer pour 2 universités au Togo. Et on est ouvert. On n'a pas de... Voilà, on gère quand même notre croissance, parce qu'on ne veut pas être partout. Je pense qu'il y a des conditions, il y a quand même des prérequis, il faut le dire. On ne va que dans des États où il y a une certaine stabilité politique, il y a une visibilité. Un État quand même qui a des ressources fiscales qui permettent d'envisager au moins le remboursement d'un loyer. Est-ce que vous avez un seuil? Vous avez un seuil, c'est le seuil Banque mondiale? Non, ça dépend des projets, ça dépend des besoins. Il y a certains financements... Non, je parle des ressources fiscales. Non, encore, je réponds, je dis ça dépend du projet. Si vous faites un projet où vous avez un financement sur 8 ans, ce n'est pas les mêmes paiements que sur un projet où vous faites un financement sur 15 ans. Sur un financement plus long, par exemple l'ICBC sur le siège des Nations Unies, on a un financement à 3,95 sur 15 ans. Par contre, sur l'université de San Pedro, on a un financement sur 10 ans à 5%. Donc ça va dépendre de la signature de l'État, bien sûr, les garanties que l'État peut nous apporter, parce que c'est nous qui empruntons. Et puis après, ça devient une relation, c'est comme un mariage. Vous êtes mariés sur le projet, nous assurons la maintenance pendant toute la durée du prêt. Donc c'est un nouveau dispositif, je pense, qui permet aux États de renforcer leur patrimoine bâti. Voilà, sans être dans des phases d'investissement tous azimuts et sans s'endetter de façon spectaculaire pour créer. L'autre point, c'est qu'en termes de capacité d'exécution, c'est une approche qui est intéressante parce que vous n'êtes pas dans la commande publique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la commande publique, ben c'est les ministères techniques qui recrutent l'architecte, qui recrutent les entreprises, qui recrutent les bureaux de contrôle. On connaît la longueur des procédures dans l'administration. Et puis, bon, on connaît aussi, voilà, les paiements sont plus lents. Donc, les entreprises qui connaissent bien comment tout cela marche, ça crée effectivement des surcoûts parce qu'on sait qu'on va être payé avec des retards.
Donc c'est tout un système qui est là, qui est complètement différent du système PPP, où là vous avez un modèle financier que vous donnez au gouvernement, il rentre, il regarde le coût du mètre carré, le linéaire de fer, etc., etc. Et vos marges sont claires dès le départ. Voilà. Donc c'est un système innovant. On ne peut pas l'appliquer partout, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes conditions et le même, disons, climat d'investissement. Mais c'est clair que c'est une solution qui permet d'envisager la mise en place d'infrastructures, je dirais, régaliennes dans nos pays. Ça, ce n'est pas une solution pour le logement en particulier. C'est pour ça que pour l'instant, nous, on ne fait pas de logement. Voilà, mais c'est complémentaire et ça permet, par exemple, à l'État de dévier des ressources qu'il aurait mis dans ce type d'infrastructure à une politique de logement, à la santé, à l'éducation, aux routes, à la sécurité, etc., etc. Merci, M. Madani. Je retiens que votre solution a un impact doux sur tout ce qui est ratio de dette sur produit intérieur brut. Et puisque, évidemment, les États paient des loyers sans s'endetter sur les opérations que vous proposez. Merci beaucoup. Monsieur Chari, la question que vous avez posée, le logement, la Banque de l'Habitat de Tunisie, son expérience sur le logement n'a-t-elle pas engendré une éviction sur les autres classes d'actifs de cette banque? Non, pour la Banque de l'Habitat, donc quand elle s'est orientée vers l'activité, financement de l'activité commerciale, au contraire, ça a permis le renforcement de ses ressources. Et on a bien vu, parce que là, actuellement en Tunisie, le secteur de l'immobilier, il touche à la saturation. Et actuellement, 80% des ménages ont leur propre logement. Donc, en parallèle, pour renforcer les ressources de la banque a créé ses propres filiales, en assurance, en leasing, en intermédiation en bourse, en filiales obligataires, en SICAR et en leasing, ce qui a renforcé les ressources de la banque. Et au niveau de la filiale d'assurance, on obligeait tous les acquéreurs de contracter une police d'assurance auprès de notre société d'assurance. Ce qui a fait que... Vous avez des ressources par ailleurs. Voilà, on avait des ressources par ailleurs, et surtout les SICAV obligataires et mixtes qui interviennent sur le marché financier. Donc ça a permis de drainer toutes les ressources des opérateurs sur le marché financier dans les comptes de la banque mère. Merci. On ébauche des solutions pour l'insuffisance de ressources. Nous, on a pensé dans les années 2000 à titriser les créances hypothécaires. C'est-à-dire, donc on a vu avec des sociétés de titrisation et on allait créer une société de titrisation, une filiale à la banque qui rachète les créances qui sont bien sûr le mieux payées et le mieux rémunérées. Elle les rachète, elle verse la contrepartie dans les comptes de la banque et ça constitue une nouvelle ressource pour l'octroi de crédit. Donc je crois que c'est une ébauche de solutions qui peut marcher, la titrisation des créances. Et franchement, nous, on l'a copié sur le Maroc, parce que le Maroc, elle est très avancée sur le plan de titrisation des créances, et ils ont créé même un syndicat de liquidité qui permet de racheter ces créances et les verser dans les comptes de la banque. Et eux, ils attendent le remboursement des clients sur la période restante du crédit. Donc merci. Je crois que c'est une approche de solution pour voilà. Les ressources. Monsieur Bokassi, 3 questions pour vous, de 3 acteurs. La première porte sur l'expérience des diaspora bonds par une autre façon d'intégrer le marché des capitaux sans faire de la titrisation. Retour d'expérience. Ensuite, l'initiative des femmes entrepreneuses qui ne peuvent pas exhiber un titre, comment on appelle ça, un revenu traçable à part leurs activités entrepreneuriales. Est-ce qu'elle peut avoir un toit, une entrepreneuse, un toit? Et la dernière question porte sur l'impact des solutions d'assurance sur, au fond, le coût du crédit. Merci. Je vais essayer peut-être de répondre assez rapidement sur les questions parce qu'elles se tiennent. Je voulais remercier
Alassane sur ce focus sur les diaspora bonds. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais en évoquant le nombre de clients que nous avons à l'étranger, ça a prédisposé la banque à structurer l'épargne de nos compatriotes. Je dois avouer quand même sincèrement que ce n'est pas un projet de la BHS à l'origine, c'est un projet qui nous a été soumis. À un moment donné, le Conseil des ministres, les chefs d'État sont réunis en disant qu'il faudrait structurer l'épargne de la diaspora pour que ça aille dans des investissements productifs. Parce qu'on avait remarqué jusqu'ici que c'était de l'épargne qui était là, qui était utilisée à des besoins divers de la famille restée au pays. Alors, la BRVM a été mandatée pour rencontrer les différents ministres des Finances pour voir quel est le pays qui allait le lancer en premier. Quand ils sont venus nous voir, ils sont allés voir le ministre des Finances qui leur a dit la banque qui a le plus de clients à l'étranger, c'est la BHS, allez les voir. Moi, j'ai jamais été familier dans mes études aux opérations de marché, même si dans un passé récent, quand je faisais le CFEB avec Alassane, on avait un club d'investisseurs, les docs de Marseille, mais bon, pour moi, c'était des matières où j'ai jamais été c'était trop compliqué pour moi. Donc, quand on a regardé, la BRVM nous a dit que la BHS était outillée pour lancer la première opération de diaspora bond. Il a fallu évidemment demander l'accord du conseil pour y aller, en se disant que ça allait être le premier échec de la banque parce qu'on allait dans des mécanismes qu'on ignore. On a été bien accompagné par le CREPMF, par la BRVM. On a fait un roadshow à travers les capitales où séjournaient les Sénégalais, avec Amenouvé, que j'ai amené dans les quartiers de New York où se trouve la diaspora sénégalaise, qui souvent n'a pas été à l'école. Les questions qu'on nous posait, c'était quoi une émission obligataire? Et je me rappelle toujours, il y a un commerçant sénégalais établi à New York qui disait « Je ne peux pas avoir confiance à une banque qui vient m'emprunter de l'argent. » Donc, pour vous dire, culturellement, vendre des obligations, c'est difficile dans nos économies. On a lancé l'opération, on a eu l'autorisation d'émettre pour 30 milliards. On a lancé une première opération à 20 milliards parce qu'on ne voulait pas, pour une première opération, échouer. Elle a été sursouscrite à 120% et ça a été une réussite totale, tout simplement parce que l'épargne existait et puis on a travaillé également pour que les souscriptions ne soient pas une transformation des comptes d'épargne qui étaient chez nous, parce que sinon ça n'aurait pas eu de sens. On allait remplacer des ressources rémunérées à 3,5 par des ressources rémunérées à 6,25. Nous avons fait l'opération. Le retour qu'on a été un retour assez positif puisque la BEI est venue nous voir en disant qu'il fallait qu'on relance une opération de diaspora bond, mais plutôt d'obligations vertes. On est en train de travailler avec la SFI sur un autre emprunt obligataire, sur des durées plus longues et sur des montants plus importants. On est en train de parler de 100 millions de dollars où la SFI souhaiterait souscrire les 40 millions et le reste aller sur le marché. Donc ça signifie que c'est des solutions innovantes qu'on a eu à mener. La deuxième question de Mme Amindao Tal, il nous arrive d'accompagner des femmes, il nous arrive d'accompagner des femmes qui n'ont pas de salaire. Je vais citer une expérience de mémoire qui date de 94. On a financé un programme pour les teinturières de Grand Yoff. Si vous connaissez le quartier de Dakar, Grand Yoff, c'est vers la Patte d'Oie. Vous avez des teinturières qui y sont. On les a aidés à construire des logements, une centaine. Après les avoir mis dans un programme d'épargne pendant 2 ans, je ne me rappelle plus des montants qu'ils devaient cotiser pendant 2 ans, mais au lieu d'utiliser cet argent sous forme d'autofinancement, on l'a utilisé sous forme d'un fonds pour couvrir les impayés du crédit qu'on devait leur accorder. L'État a accepté de mettre à leur disposition des terrains sous forme de bail amphithéotique et nous, on leur a prêté le crédit. De mémoire, on n'a pas eu plus de 5% de casse. Donc ça signifie que ce n'est pas des salariés, c'est des femmes qui vivaient d'importation de tissus, de teinturerie et d'opérations artisanales, qui a été un succès. Et on l'a fait également avec l'accompagnement des Nations Unies, qui avait un bureau d'assistance aux coopératives d'habitat. D'assistance technique. Voilà, d'assistance technique pour les capacités également. Parce que l'intérêt, c'est quoi? Ces femmes avaient loué des ateliers de teinture dans ce quartier. Le fait de les avoir financés pour un logement leur a permis d'utiliser une pièce de ce logement pour leurs activités professionnelles,
et d'habiter dans l'autre partie. Ça leur faisait économie et économiser des charges locatives, parce que c'était des femmes chefs de foyer également. Donc, c'est important de le souligner. La banque a eu à les accompagner et ça a fait tache d'huile. On en a fait à Thiès et à Saint-Louis ensuite. Donc, la troisième question, c'est notre ami notaire. Je dois dire également qu'on a l'habitude de les titiller souvent parce qu'on parle souvent du taux d'intérêt des banques, mais on oublie les charges notariales annexes du logement. C'est vrai, c'est des collecteurs de... Moi, j'en parle parce que les clients croient que ce qu'on perçoit pour les notaires, c'est nous qui le percevons parce que c'est nous qui collectons. On leur explique qu'il y a ce qui revient à l'État dans les transactions, il y a ce qui revient aux notaires. Et les notaires, comme les huissiers, c'est des corporations qui se battent pour augmenter leurs honoraires. Mais ça a un impact parce que c'est l'acquéreur final qui paye tout ça. Alors nous, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, travaillons avec les notaires pour que dans la partie logement social, qu'ils acceptent d'appliquer un forfait et que le reste, ils l'appliquent sur les personnes qui ont les meilleurs salaires. Quand il y a eu le pôle urbain de Diamniadio, on a discuté avec la Chambre des notaires pour leur dire, pour les logements de moins de 25 millions, acceptez d'appliquer un forfait honoraire de 150 000 francs CFA parce que c'était un programme de 50 000 logements. Donc, acceptez de gagner dans le volume, sur le volume, un montant important, mais en facturant individuellement un montant faible. Il a posé la question de l'assurance, on ne l'a pas assez développé. Toutes nos interventions, que ce soit en faveur des promoteurs comme des particuliers, sont assises sur des assurances. Le promoteur souscrit à une assurance tout risque chantier durant la réalisation du site, à une assurance décennale pour au moins assurer une durée de vie du logement, et tous nos crédits acquéreurs sont assis sur une assurance invalidité, incendie, vie, dégâts des eaux et même perte d'emploi parfois. Donc c'est pour vous dire que c'est une manière également de collecter des primes qui peuvent permettre non seulement d'assurer le client, mais pour permettre à la banque d'avoir des ressources. Je voudrais pour terminer quand même lancer un appel. On fait un focus sur les titres fonciers. Il est important, mais la première garantie d'un crédit acquéreur, c'est les revenus pour rembourser. Parce que c'est quand il n'y a pas de remboursement que je réalise ma garantie. Ce qu'on essaie de faire quand on finance un promoteur, on a une hypothèque sur l'assiette globale du projet. Et en finançant les acquéreurs, c'est relayé par des garanties individuelles. Il nous arrive d'accepter de financer tous les acquéreurs avec des garanties sous conditions suspensives dès l'instant qu'on a un employeur sûr. Il n'y a pas plus sûr qu'un fonctionnaire. Oui. Au Sénégal, il n'y a eu qu'une seule fois où des fonctionnaires ont été licenciés, quand il y a eu la grève des policiers, on en a licencié, sinon un fonctionnaire, s'il ne part pas avec un départ négocié, il reste jusqu'à la retraite. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'il y a 2 projets que nous avons eu à financer qui ont été réalisés avant la création de la banque et les titres fonciers ne sont toujours pas disponibles. C'est les HLM Grand Médine et Sofraco Thiès et pourtant on n'a pas de casse. Par contre, c'est important la création des titres fonciers parce qu'il y va de la liquidation des successions en cas de décès. Merci. Sur Sofraco Thiès, c'est le quartier des cheminots. Vous avez des gens de la 3e génération qui n'arrivent pas encore à liquider la succession des parents décédés parce que l'État n'a pas réussi à créer les titres fonciers. Merci M. Boukrassi et à l'ensemble du panel. M. Madani, pour ce que vous faites pour les États de notre Union et de l'Afrique de l'Ouest en général. Et M. Boukrassi aussi pour avoir défendu... Je voudrais quand même remercier Madani parce que c'est le premier qui a eu l'idée de dire il faut que la banque aille sur le marché financier avant que la BRVM ne vienne me voir. À l'époque, il venait juste de se lancer dans ses activités. Il était le conseiller du gouverneur. Il me disait, on ne peut pas continuer à financer le logement sur cette méthode classique. Il faut aller sur le marché des capitaux. Voilà. Bravo, M. Matani, et merci pour avoir été toujours dans la prospective, l'innovation. M. Chari, Métier, merci beaucoup. À l'ensemble de l'auditoire, on vous remercie. On est lié par le temps, mais je pense que c'est une thématique qui a été largement couverte et avec l'obligation que nous avons en tant qu'Africains de créer un écosystème. Merci à chacun et à tous. Et